J'aimerais présenter le modérateur Isaac Brune, qui est avec UM News et Communication. Dans l'esprit de conversation, nous allons entendre les délégués d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Alors, j'aimerais présenter Révérend Olly Burke, le surintendant de district de la conférence annuelle de Danemark, et puis le révérend Betty Kazadi Moussao, directeur de communication Nord Katanga, région épiscopale, et puis le révérend Igmedio Domingo, il est surintendant de district de la région épiscopale de Manila. Chacun parlera de 5 à 7 minutes et puis après, vous pouvez poser des questions. D'abord, révérend Olly Burke de Danemark. Merci. Et si je peux seulement dire que mon évêque ne sait pas que je suis surintendant de district. Donc, je ne suis pas surintendant. J'espère que personne ne lui dit. Chers méthodistes, merci pour l'occasion d'être ici aujourd'hui et de partager une perspective européenne sur la situation actuelle de notre Église, sur les pratiques homosexuelles et le travail que nous ferons pour la conférence générale 2020. Je commence en disant que la partie la plus importante de ma présentation d'abord. Qu'est-ce que l'Europe espère voir à la conférence générale prochaine? Nous espérons que nous restons ensemble en tant que dénomination en nous donnant la liberté de s'adapter à des contextes missionnels différents. Si ce n'est pas possible, et il y a beaucoup de choses qui indiquent que ce n'est pas possible, s'il y a une division, alors nous demandons la chose technique, que la conférence annuelle soit l'endroit où les méthodistes déterminent leur affiliation. Et je dirai pourquoi. Je veux ajouter que nous, les Européens, nous soutenons qu'il y ait une structure qui donne aux États-Unis le moyen de faire son adaptation que les conférences centrales font pour les États-Unis. Les méthodistes unis d'Europe sont unis et divisés en même temps. Ce qui nous unit est notre théologie wesleyenne. C'est aussi notre structure connexionnelle de l'Église et des décennies de collaboration à travers des frontières sur le continent européen. Ceci est arrivé dans les conférences centrales d'une conférence annuelle à une autre et d'une église locale à une autre. Les méthodistes européens sont fiers et nous mettons beaucoup de valeur sur la connexion de notre dénomination. Donc, c'est la connexion a eu un impact profond sur notre compréhension de l'Église et de la mission. Nous sommes unis comme méthodistes européens dans la condition de base de notre contexte missionnel, que dans tous les pays où nous servons, nous sommes partout seulement une minorité très petite. La population d'Europe, des îles à l'ouest, aux montagnes de l'est, de Norvège au nord, à Sicile au sud, c'est 741 millions de personnes. Les méthodistes sont 65 000 membres confessants et 100 000 populations en 30 pays et conférences annuelles différentes. La diversité de ces petites conférences annuelles vient des contextes divers dans lesquels nous faisons la mission.
les différences historiques et culturelles des nations différentes en Europe et les langues différentes a façonné nos interprétations différentes de la Bible et de la vie de l'Église. Il a, comme aux États-Unis, comme aux Philippines et dans le continent africain. En Europe, nos histoires différentes dans le XXe siècle avec 2 guerres mondiales et 50 ans d'être divisées par la guerre froide a créé des cultures qui perçoivent les pratiques homosexuelles très différemment. Dans mon pays de Danemark, nous étions le premier, ou notre gouvernement était le premier dans le monde qui a créé une fondation légale pour le partenariat civil ou mariage il y a 30 ans. Et en 2011, l'Église luthérienne dominante au Danemark a fait des rites pour les mariages du même sexe. Les mêmes développements ont eu lieu dans les autres pays nordiques et la plupart des pays européens ont, si pas religieux, mais des lois pour les couples du même sexe. En Europe de l'Ouest, la population voit ceci comme un droit humain et la majorité des personnes sous l'âge de 40 comprennent la position pour l'inclusion entière des LGBTQ+, comme mauvais. En Pologne, Hongrie et la Fédération soviétique discriminent contre ces personnes, les LGBTQA personnes. Alors, les positions pour les pratiques homosexuelles de l'Église méthodiste unie en Europe suivent plus ou moins les mêmes lignes géographiques. Je crois que c'est vrai pour dire les Églises méthodistes unies de Norvège, Danemark, la Suisse, Autriche, Allemagne auraient accueilli le plan d'une Église qui donnerait la liberté d'être en ministère parmi les LGBTQ+. Mais ça aurait été possible pour les congrégations d'agir sur cette question selon leur conscience. Les réactions à la session de la conférence de 2019 a été très négative dans ces pays. Des conversations des tables rondes, des commissions pour voir les possibilités de devenir une église inclusivement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église méthodiste unie. La situation de la Suisse, de la France et de la conférence de Nord-Afrique est le plus compliquée parce que la conférence annuelle là-bas ramène les gens des grands pays, des grandes villes, des pays musulmans et des églises rurales conservatrices en France. En Europe de l'Est, ils ont une réaction plus positive sur le plan traditionnel. Ils sont plus conservateurs. En Russie, ils aiment le plan traditionnel très bien. Ils disent que la suite qui est venue de la conférence générale de 2019 était le seul qui a rendu possible qu'ils fassent leur mission, ils nous disent. Alors, les conférences de l'Europe de l'Est sont pauvres et ils dépendent des dons venant des églises libérales venant de l'Ouest. Notre structure actuelle dit que l'Allemagne et ses 3 conférences annuelles forment une conférence centrale. 14 conférences annuelles des Nordiques, les Baltiques et Eurasie forment une conférence centrale. Et les 15 pays de Sud et Europe centrale forment le 3e
de nos 3 conférences centrales. 2 de ces conférences, comme vous avez entendu, sont multinationales. Ils contiennent tous les méthodistes en Europe en dehors d'Allemagne. Ils sont aussi divisés sur la question des pratiques homosexuelles que la conférence générale. Ce qui veut dire que si la conférence générale place cette question sur le, le sujet pour nos conférences centrales, nous serons dans le même problème, mais à une autre place. Alors, restons ensemble, donnons-nous la liberté contextuelle. Ou si pas, fait à ce que ça soit la conférence annuelle, c'est l'endroit où nous allons déterminer notre avenir. Merci. Bon après-midi, notre Église. Je vais partager avec vous l'expérience et la perspective concernant l'espoir de la part de l'Afrique pour cette Église. Je m'appelle Betty Kassadi Moussaoui. Je suis pasteur dans la région épiscopale du Nord Katanga. L'espoir. L'espoir pour l'Église, pour laquelle je suis le produit, c'est l'unité. L'unité basée sur la mission et le ministère. Je suis une diplômée de l'Université d'Afrique et j'ai un doctorat de l'Université de Saint-Paul. Mais la mission et le ministère, aujourd'hui, moi, je représente l'impact de ce ministère et du ministère de la mission. Je représente cet impact. Je suis ici pour partager avec vous que de la part de la réunion du Collège des évêques, lorsqu'ils ont émis une déclaration concernant l'unité de l'Église, l'Église incarne la communauté, s'intègre dans la communauté et transforme les vies dans la communauté. C'est pour le bien-être de tous les membres de la communauté. C'est pour une grande visibilité du témoignage de l'Église méthodiste unie dans la communauté. L'espoir pour l'Église se base sur l'écoute mutuelle. En tant que déléguée africaine, j'ai assisté à différentes réunions. En fait, celle-ci représentera la 3e fois que j'assiste à une conférence générale. Et c'est en fait beaucoup mieux d'écouter. C'est bien d'être écouté, mais parfois d'être entendu, c'est un défi. Mais de la perspective africaine, nous devons développer et promouvoir l'écoute mutuelle des 2 contextes, non seulement d'un seul contexte, mais des 2 contextes. Mon espoir pour l'avenir de l'Église, c'est de maximiser le témoignage méthodiste dans les communautés, dans leur propre contexte. Nous avons les actifs. Nous pouvons développer ce témoignage dans nos propres communautés. Dans un tel moment comme celui-ci, je me souviens toujours des érudits de l'Ancien Testament qui a écrit un livre sur l'imagination prophétique. Et il nous appelle aujourd'hui à être des prophètes.
à un moment tel que celui-ci, là où nous avons besoin encore de faire revivre la mission et le ministère dans nos propres contextes, dans un tel moment comme celui-ci, parce que nous devons incarner le Christ dans nos communautés. Dans un moment tel que celui-ci, nous devons partager des informations pour éliminer tout malentendu. Ça, c'est très important. Parfois, nous venons sans connaître quoi que ce soit, sans comprendre. Nous venons sans avoir pas assez de connaissances sur certaines matières ou certains sujets et ça apporte des préjugés. Mais en tant qu'Église, nous devons apprendre mutuellement. Nous avons besoin de l'éducation mutuelle également. Merci. Je suis honorée et privilégiée de joindre les autres pour représenter la conférence centrale des Philippines ici. Nous cherchons nos droits dans notre connexion et notre désir d'être inclus en tant que partie égale à l'Église globale méthodiste unie. Nous ne sommes pas des membres inférieurs. Les amis de Jésus, bonjour à tous. Notre vision pour l'Église méthodiste unie aux Philippines, notre vision en tant qu'Église aux Philippines est fondée et ancrée dans la prière missionnaire de Jésus, qu'ils soient tous un. De Jean 17, nous sommes un en mission, des ministères et les services envers tous, surtout les marginalisés et ceux qui sont exclus, qui ont besoin de l'amour de passion de Dieu. Notre mission est enracinée dans notre culture et contexte politique du Philippines où nous continuons à lutter contre les influences coloniales. C'est notre travail de partager l'évangile d'amour qui nous unit. Notre politique doit refléter cette vision. Nous voulons une conférence philippinoise où la dignité, les droits humains et l'intégrité de tous est soutenue. Nous voulons une Église méthodiste unie qui respecte et qui honore toute personne malgré race et leur groupe ethnique, leur vue politique, leur classe, leur lieu, leur genre et leur identité sexuelle et leur orientation sexuelle. Je crois que être wesléenne veut dire que nous donnons la grâce et l'amour envers tous. Pour tous ceux qui donnent l'égalité, la justice. Il y a trop d'arrogance, de division, de violence et la haine dans notre société. Et malheureusement, même dans notre Église, notre division a amené trop d'agonie, de frustration et de la peine dans le corps de Christ. Alors c'est notre mission de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Nous sommes un dans notre lutte pour l'unité. Les meurtres extrajudiciels,
l'oppression économique et le meurtre des membres de l'Église, des pasteurs, la lutte pour la justice, ce sont des éléments historiques qui continuent à assurer que nous, les Philippinois, nous devons élever nos voix. Et notre conférence aux Philippines, nous disons que nous sommes unis. Nous sommes engagés en mission et engagés en service. En tant que conférence centrale, nous avons la mission, un contexte et une culture divers. Nous vivons dans un pays qui a 1641 îles. Nous avons 3 régions épiscopales, Baguio, la région Ilocano, Manila et Davao, Visayan. Nous avons des différences de culture, de langue et de direction théologique, mais nous sommes unis étant Église méthodiste unie. Notre voix en tant que conférence centrale doit être entendue et notre contexte respecté. Les perspectives des conférences centrales ne devraient pas être un après-coup, mais nous devons être importants. Nos perspectives ne sont même pas demandées avant que les plans soient tracés. Ceci demande l'équité et du respect. Ce qui se passe après la conférence générale de 2020, nous vous assurons que la conférence centrale des Philippines restera une partie de l'Église méthodiste unie. Nous ne quittons pas. Notre conférence centrale de méthodisme aux Philippines, nous sommes opposés à une dissolution de l'Église méthodiste unie. Nous valorisons le témoignage de l'Église qu'on voit en Actes des Apôtres, où les divisions ont été évitées et l'unité en mission était leur plus grande aspiration. La conférence, le Collège des évêques philippines ont fait une déclaration et ils ont embrassé l'unité en mission et pour promouvoir notre héritage pour lequel nous sommes très fiers et notre contextualité. Nous avons donc des églises locales, les conférences centrales et les conférences centrales qui répondent à notre contexte missionnel. Deuxièmement, la connexionalité en relation. C'est pour cela que nous avons une conférence générale et un conseil des évêques qui a l'identité globale et notre structure organique est nécessaire. Et troisièmement, la globalité en inclusivité. C'est pourquoi l'Église méthodiste unie a des relations mutuelles avec des gouvernements et des communautés civiles qui soutiennent des valeurs chrétiennes et principes chrétiens. John Wesley a dit, le monde est ma paroisse. Il est clair à nous, dans la conférence centrale des Philippines, que l'Église qui est dirigée par l'Esprit de Dieu et la sagesse biblique demande à ce que les héritages structurels restent et soient soutenus dans toute restructuration de l'Église méthodiste unie. Ces principes, c'est contre l'idée de diviser ou de la dissolution de l'Église.
Notre conférence centrale de Philippines, nos évêques ont recommandé le suivant. D'abord, l'Église méthodiste unie doit être restructurée en conférence régionale dans laquelle nous restons centrales et juridictionnelles des conférences et conférences annuelles et églises locales. L'Église méthodiste unie reste comme une église globale dans laquelle les conférences régionales, annuelles et locales soient des parties organiques, mais ils ont l'autorité de décider leur témoignage, leur mission et ministère. Ainsi, ils préservent la connexionalité et localité. Troisièmement, le Conseil des évêques sera retenu comme le symbole organique vivant de globalité de l'Église méthodiste unie et le mécanisme pour gérance sur tout le travail de l'Église méthodiste unie. Ces éléments pour restructuration de l'Église méthodiste unie va préserver l'intégrité et l'identité de l'Église méthodiste unie et fera à ce que ça soit libre et responsive au monde nouveau. Parallèle à cette résolution, le révérend Jonathan Hollanday, un délégué venant de Davao, région épiscopale, a soumis une pétition en septembre 2019 qui s'appelle Opposition à la dissolution et préserver l'unité de l'Église méthodiste unie. Nous croyons que garder l'Église méthodiste unie contre le schisme et dissolution est affirmé par la préambule des articles 4, 5 et 6 de l'Église méthodiste unie. La pétition souligne les principes qui soutiennent l'unité et l'inclusivité de l'Église, expliqués dans le préambule et articles 4, 5 et 6 des dévotions méthodistes. Toute forme de structure et relation qui définit et traite une partie de l'Église comme une extension de l'autre est coloniale en nature et injuste. Deuxièmement, contextualisation est un travail missionnel, structurel et connexionnel et c'est une expression de notre unité historique et notre héritage de cœur, de l'ordre de l'Église et de la discipline. Troisièmement, la diversité de notre ministère et contexte culturel est réelle, mais l'unité enracinée en accomplir la mission de l'Église peut être obtenue en identifiant ces différences et en permettant aux autorités contextuelles à être exercées équitablement par et les conférences centrales et juridictionnelles ou toute structure régionale formée par la conférence générale. La pétition demande à la conférence générale de suspendre toute action qui mène vers la dissolution, la disaffiliation et les plans de séparation en faveur de préserver l'unité de l'Église ensemble avec notre Constitution et les valeurs fondées bibliquement de l'unité, inclusivité et grâce rédemptrice et mission de notre préambule et la sagesse et la pratique de autorité contextuelle des conférences centrales, paragraphes 31 et 54. Et puis, autoriser la table connexionnelle et le comité permanent sur les affaires des conférences centrales d'étudier et soumettre un rapport avec proposition à la prochaine conférence générale qui préserve et fortifie l'unité de l'Église en mission par la politique restructurée et qui affirme et valorise un ministère contextuel plus vaste et pratique
y compris Parity et l'autorité contextuelle, parmi les conférences centrales et juridictionnelles et les groupes régionaux dans l'avenir établis par la conférence générale. L'Alliance de Noël. Betty Kazadi ici et les autres délégués des conférences centrales. I am a signatory. J'ai signé cette alliance de Noël. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, j'espère que vous allez nous joindre en conversation ce soir à 6h45 au terrasse Grandview. L'Alliance de Noël est une vision venant de nos conférences centrales qui est guidée par ceci. Comme méthodistes unis des conférences centrales, nous voyons une Église qui connecte globalement, qui s'engage en mission ensemble, qui respecte le ministère contextuel, qui célèbre la diversité de la création de Dieu dans ses expressions différentes et qui valorise des relations mutuelles pour fortifier notre mission d'évangélisation, de discipulat et de témoignage social pour la transformation du monde. Ça, c'est notre alliance. Cette alliance de Noël va viser à établir des conférences régionales pour l'Église méthodiste unie de l'avenir. Cette législation est sur voie et va venir de la conférence annuelle à la conférence centrale. Peut-être ça sera la seule proposition venant des conférences centrales. Nous réclamons notre place à la table. En conclusion, quand on s'approche à la conférence générale au mois de mai, que nous soyons un en prière et que nous soutenons notre position de rester pour l'unité en mission. Même si ce sont des risques, il faut des risques. Et en tout événement, que les conférences centrales, nous cherchons à rester dans l'Église méthodiste unie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Maintenant, nous avons à peu près 10 minutes. Alors, on peut répondre à vos questions si vous en avez. Donc, si vous avez des questions pour un présentateur quelconque, je vous demande d'aller à un micro. Présentez-vous ainsi que le nom de votre conférence. Alors voilà, je vais être la première. Jan Nelson, laïque de Oregon, Idaho. Moi, c'est ma question pour Dr. Betty. Les conférences africaines ont été très claires concernant leur opposition à la division de l'Église. Les évêques africains ont aussi dit également que vos conférences ne vont pas aussi changer les règlements concernant les personnes LGBTQ. Et donc, étant donné ces réalités, y a-t-il un des plans qui a été présenté pour lesquels ou pour lequel les Africains seraient en faveur? Merci pour cette question. Je crois que je ne suis pas vraiment la personne qui peut parler pour tous les Africains, n'est-ce pas? Donc, nous avons examiné plusieurs plans parce que je crois que nous vous donnons uniquement des informations et la conférence générale comprendra tous les délégués et c'est là où chaque délégué devra voter selon sa conscience. Nous ne voulons influencer quiconque.
Prochaine question. Hello. Jay Brem, laïque de Rio, Texas. Je voudrais demander à chaque présentateur concernant l'adaptabilité du livre de discipline dans le passé. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Quel est le processus que les conférences centrales utilisent pour adapter leur livre de discipline pour qu'ils puissent l'utiliser? Et combien c'est difficile que vous devez traduire ce livre de discipline? Je peux commencer. De la perspective européenne et de l'Asie du Nord, c'est que le conseil de notre conférence centrale examine les choses qui ont été décidées à la conférence générale lorsque la version du livre de discipline est publiée pour savoir de quoi nous parlons. Et puis, nous examinons principalement ce qui est pratique, ce qui veut dire les références à certaines organisations qui n'existent pas, par exemple chez nous, ou la taille de différents organes des conférences annuelles qui doivent être établies. Nous faisons en sorte qu'elles doivent être réduites parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir de si grandes organisations. Mais parfois, si ce n'est pas logique pour notre culture, eh bien voilà, c'est ce que nous faisons. En termes juridiques, certaines choses ont été adoptées à cause des lois américaines. Et puis évidemment, nous avons de différentes lois dans les États européens. Donc voilà, c'est ce que nous examinons. C'est l'une des façons d'interpréter notre droit d'adaptation. Je ne pense pas que les conférences centrales ont une seule interprétation de ce droit. Il y a plusieurs interprétations de ce droit. Je peux vous dire que la semaine dernière, le comité exécutif de la conférence centrale a annoncé qu'ils vont se réunir après la conférence générale. Et puis, ils ont décidé déjà de retirer toute référence à la sexualité en matière de mariage et d'ordination. Alors, peu importe ce qui sera adopté à la conférence générale, nous avons le droit d'adapter ceci dans notre propre contexte. Alors voilà, c'est une façon d'interpréter un des droits. Ça, c'est vraiment extrême. Et puis, évidemment, il y a des autres façons de le faire qui ne sont pas aussi radicales. C'est la façon dont je comprends ce droit. Ça n'a pas été mis à l'épreuve ou contesté par quiconque, par le Conseil judiciaire, où se trouvent les limites. Ça n'a jamais été mis à l'épreuve. Quel est le cadre dans lequel nous devons travailler? C'est uniquement d'après votre propre interprétation. Bon, en parlant de notre expérience en Afrique, nous avons des contextes différents qui se basent selon le langage. Je viens d'un pays qui est francophone et qui parle aussi le swahili et au moins 200 autres dialectes. Il y a certaines conférences centrales en Afrique où ils parlent portugais et certaines autres parlent anglais. Mais à titre d'information, dans la conférence centrale du Congo, nous avons une ébauche de notre livre de discipline et c'est adapté à notre contexte. Vous connaissez la position des Africains en matière du mariage. Nous avons notre propre position. Mais je crois que la langue est vraiment un très grand défi à relever lorsqu'il s'agit de l'interprétation du livre de discipline. Mais l'interprétation, c'est vraiment ce qui est le plus important. Pour très longtemps, nous, dans notre conférence centrale, nous avons expliqué que nous
devons avoir notre propre livre de discipline pour que ça soit retenu dans nos langages contextuels. D'après ma propre compréhension, notre livre de discipline actuel ne répond pas complètement à nos besoins, à nos problèmes aux Philippines. Comme on a mentionné avant, il y a un besoin de traduire ce livre de discipline en différentes langues. Tagalog, Messagna, Lucano, parce que pour nous, ça pourra nous aider à approfondir notre compréhension. Parce que la majorité, ou à peu près 70% de nos pasteurs et de nos travailleurs ne comprennent pas entièrement le livre de discipline. Mais je pense que si c'est traduit en notre propre langue, ça va nous aider énormément, en particulier pour les personnes qui les utilisent.